Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. En ce moment, c'est les vacances de la Toussaint. 2 semaines pendant lesquelles les enfants de la France entière ne vont pas à l'école. Pour ceux qui en ont la possibilité, c'est l'occasion de faire un peu de tourisme. Un quart des Français partent en vacances pendant cette période et beaucoup en profitent pour découvrir des villes, des monuments ou des coins de campagne qu'ils ne connaissent pas encore. C'est surtout l'occasion pour eux de visiter tranquillement des lieux qui, pendant les vacances d'été, souffrent de ce qu'on appelle le surtourisme. Au Mont-Saint-Michel, par exemple, un pic est atteint vers le 15 août, avec parfois plus de 30 000 visiteurs en une journée. Pour mieux vous représenter ce que cela veut dire, il faut vous imaginer de jolies rues pavées, étroites, dans lesquelles on marche très lentement, coincé au milieu d'une foule. Octobre et novembre, au contraire, font partie des mois de faible affluence, au Mont-Saint-Michel, mais aussi dans les calanques de Marseille ou encore sur l'île de Ré. De plus en plus, les habitants et les élus des zones touristiques attirent l'attention sur les problèmes liés à l'arrivée sur leur territoire de touristes trop nombreux pendant l'été. En 2020-2021, le Covid a allégé un petit peu cette pression touristique, surtout en limitant les arrivées internationales, mais cette parenthèse n'a pas duré et aujourd'hui, plus que jamais, de nombreuses questions se posent autour des solutions à trouver pour concilier respect de l'environnement, apport économique du tourisme et droit aux vacances pour tous. Alors, comment réinventer le tourisme ? C'est la question du jour dans French Baratin. Donc, pour commencer, je vais tester un petit peu vos connaissances sur ce phénomène, le tourisme, que nous connaissons tous. Alors tout d'abord, Cécile, est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine du mot tourisme ? Oula, je ne sais pas. Tour, peut-être faire le tour d'un pays. Raphaël, une idée plus précise ? Oui, je crois que c'est un terme qui a été inventé au XIXe siècle, quand les étudiants de l'aristocratie faisaient ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tour des capitales européennes. Généralement, c'est parti de Grande-Bretagne, en fait. Ils partaient de Londres, ils allaient passer par Paris, Rome, et ces villes-là. Et après, le fait de visiter comme ça s'est développé et s'est étendu à d'autres parties de la population. Très bien, sauf que c'est pas au 19e siècle, c'est déjà au 18e. Ah. Mais tu as tout à fait raison. Et puis l'idée du grand tour, le grand tour, c'était donc cette pratique aristocratique d'aller visiter l'Europe pour les jeunes. Le grand tour, il est apparu dès le XVIIe siècle, mais c'est vrai qu'il s'est surtout développé au XVIIIe siècle dans la noblesse. Et c'est au XVIIIe siècle que le mot tourisme est apparu. D'accord. À la suite de ce développement du grand tour. Et aujourd'hui, j'en profite pour vous donner la définition du tourisme qu'on retient aujourd'hui le plus souvent, c'est tout simplement les voyages pour le plaisir. Et donc pour l'INSEE, qui est un institut de statistique français, le tourisme, ça comprend toutes les activités qui sont déployées par les personnes qui voyagent dans des lieux qui sont situés en dehors de leur environnement habituel pour une période de moins d'1 an. Parce que sinon, ça devient une expatriation, par exemple. Mais on peut inclure donc dans le tourisme aussi, par exemple, le tourisme d'affaires, qui n'est pas une activité habituelle, mais on voyage en dehors de chez soi pour un motif autre que le plaisir à 100%. Alors, deuxième question. Cette fois, je vais demander à Raphaël. Combien d'argent le tourisme international a-t-il rapporté à la France en 2022 ? 50 milliards ? T'es pas super loin. Cécile, tu dirais plus ou moins ? Un petit peu plus. Ouais, bravo. Donc, le tourisme international a rapporté 57,9 milliards d'euros à la France en 2022. Donc, autant vous dire que c'est un secteur économique actif. Oui. Effectivement. Alors, troisième question pour Cécile. Quel est le top 5 des lieux les plus visités en France en 2022 ? J'imagine que la Tour Eiffel doit être bien placée. Je dirais peut-être même en premier. Le Mont-Saint-Michel dont tu parlais dans l'introduction également, qui est très très connu. Et effectivement, on l'a même vécu ensemble de se balader dans les rues étroites. Je sais pas, Raph, peut-être que tu peux venir à ma rescousse. Le musée du Louvre, peut-être. Bravo. Ouais. Montmartre, le Sacré-Cœur.
Non. Mince. Le musée d'Orsay. En plus, alors je pense que Montmartre, c'est pas calculable parce que si tu vas juste devant. Oui, c'est pour ça que je disais peut-être le Sacré-Cœur, mais effectivement. Tu disais quoi, Raphaël? Désolé. Le musée d'Orsay. Non, j'étais surprise, mais non, pas dans les 5 premiers. Allez, vous m'en trouvez encore un et puis je vous donne la réponse. Trop sympa. Trop la pression surtout. Ouais, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Un qui est près de là où j'ai grandi, pour ceux qui... Ah, Versailles. Bravo. Ah. Yes. Bah oui, comment peut-on l'oublier celui-là? Oui, c'est vrai qu'on a oublié. On a oublié. Je pensais à Paris, Alors, Paris, bon, Paris. Vous avez pas tout, mais vous en avez quelques-uns. Donc, le premier, vous n'y avez pas pensé parce que vous n'êtes peut-être pas parmi ceux qui fréquentent ce lieu, mais c'est Disneyland Paris. Ah, bien. Oui, effectivement, j'avais pas pensé que c'était touristique. Bien sûr. J'avais pas compris que qui ça attire le plus de visiteurs. Oui. Là, c'est vraiment en termes de site touristique, d'entrée quelque part. Mm. En deuxième, c'est le Louvre, effectivement. Bravo, Raphaël. En troisième, le château de Versailles. En quatrième, la Tour Eiffel. Donc seulement quatrième. Et en cinquième, pas le musée d'Orsay, mais un autre musée, le Centre Pompidou, qui est consacré aux arts contemporains. Alors, le Mont-Saint-Michel, Cécile, je crois qu'il est bien dans les 10 premiers, mais comme c'est pas en région parisienne, c'est un tout petit peu moins facile d'accès, et donc il n'a pas réussi à être dans les 5 premiers. Ah, d'accord. Oui, je pense que c'est peut-être dans les 5 premiers en termes de communes, parce que tout le reste, il y en a 4 qui sont... Ah oui, c'est pas... 3 à Paris, Disneyland, c'est pas à Paris exactement. Ouais. Le château de Versailles est à Versailles. Tout à fait, logique. Ok. Bon, alors maintenant on va passer du côté plus négatif de cette belle histoire du tourisme en France et dans le monde. Quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui est liée au tourisme? 10%. Alors, quasiment. Raphaël, plus ou moins? J'aurais dit quelque chose comme ça aussi. Eh bien, c'est 8%, donc vous êtes tout proche. Si on prend tout en compte, le tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, pour terminer, on va parler un petit peu des habitudes des Français. Quel est le taux de départ en vacances des Français, c'est-à-dire le pourcentage de Français qui partent de chez eux lorsqu'ils ont des vacances? Mais je vais dire 50%. Ouais, j'aurais dit pareil. Alors vous êtes de bons Européens, plus que des Français. 50%, c'est le taux à l'échelle européenne. En France, on est très explorateur et très tranquille. C'est-à-dire qu'on a pas mal de congés payés. Donc, on part à 65%. Ah ouais. Ah, quand même. Ah, je pensais que ça allait être moins. Alors que si vous prenez les États-Unis, pour point de comparaison, c'est 40% aux États-Unis seulement. J'aurais même pensé moins, vu que justement, ils ont peu de congés. Très peu de congés, effectivement. Je pensais que pour des questions financières, en fait, beaucoup moins de Français partaient en vacances. Ok. Ça fait quand même 35% qui ne partent pas, donc un peu plus d'un tiers. Oui, certes. Et, La question, c'est est-ce que c'est au moins une fois par an ou c'est à chaque vacances? Oui, c'est au moins une fois par an. Oui, dans ce cas-là, effectivement, ça s'entend en plus. D'accord. Et il y a une tendance à la démocratisation du tourisme, donc au fait que de plus en plus de personnes partent pour des vacances, même si en France ça se stabilise, mais en tout cas c'est une tendance qu'on voit dans des pays qui se développent de plus en plus comme la Chine, avec une classe moyenne qui augmente, et donc la part des personnes qui partent en vacances est de plus en plus importante. Et ce qu'on peut rappeler aussi à cette occasion, c'est que la grande majorité des personnes qui partent en vacances partent dans leur pays. Donc c'est du tourisme intérieur bien plus souvent que du tourisme à l'étranger. Eh bien, je vois que vous êtes donc bien renseignés sur le tourisme. On a été très forts. Vous avez été plutôt forts. On voit que vous pratiquez. Ça va être l'occasion de vous demander votre expérience. Alors, Cécile et Raphaël, est-ce que vous pouvez m'expliquer le type de touriste que vous êtes? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous voyagez hors de chez vous pour le plaisir? Cécile, par exemple. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la nature, déjà. Et justement, ne pas aller dans les sites trop touristiques, parce que justement, je suis plutôt citadine dans ma vie quotidienne, et quand je m'échappe de chez moi, j'ai envie de ne voir personne, hormis les personnes avec lesquelles je pars, forcément, ou des locaux, mais en tout cas, ne pas être entourée de touristes. Et ce que j'aime particulièrement, c'est d'ailleurs, je crois, mes meilleurs souvenirs de vacances, c'était des voyages
dans la nature et en itinérance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur un même point, sur un même lieu chaque nuit, mais on change tous les jours. On va d'un point A à un point B, à un point C, etc. Et ça, je trouve ça assez chouette parce qu'il y a un côté aventure et souvent un petit peu plus hors des sentiers battus que je trouve sympa. Et justement, j'avais été au Mexique comme ça. On avait fait la Loire à vélo avec une amie. Et très récemment, on a fait le Jura, qui est une région française montagneuse, en moyenne montagne, donc en randonnée là. Et enfin, c'était vraiment super de découvrir des paysages au fil de la marche, au fil des roues du vélo. Et c'était vraiment très agréable. Et en fait, alors j'ai un problème un petit peu bizarre, c'est que je n'aime pas voyager dans les pays où je ne parle pas la langue. Donc forcément, je suis un petit peu limitée. Heureusement, je parle quelques langues, ou en tout cas un petit peu. Et donc voilà, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais je suis assez... je me sens pas du tout à l'aise à l'idée de voyager dans des pays où je parle pas la langue. Heureusement, l'anglais, l'espagnol, on va dire l'italien et un tout petit peu de notions d'allemand me permettent d'aller... dans quelques pays, mais c'est vrai que ça me bloque un petit peu. Et sinon, depuis que je suis écolo, le problème, c'est que je ne veux plus utiliser l'avion, en tout cas très peu. Ou si c'est pour l'utiliser, c'est pour des durées plutôt longues. Et du coup, ça restreint aussi le nombre de destinations. Ça oblige, et c'est pas forcément une mauvaise chose, à rester proche de chez moi et de découvrir aussi qu'il n'y a pas que à l'étranger très loin où c'est plus beau. Je me rappelle justement quand j'étais revenue du Mexique, on était allé en Corse. La Corse qui est une île au sud-est de la France. Et j'ai été bluffée par la beauté des paysages. Et c'était finalement à quelques heures de chez nous. Et sinon, tu demandais quel touriste je suis. En fait, j'aime pas trop être une touriste, pour être honnête. Je préfère davantage vivre dans le pays que voyager dans un pays. Parce que justement, il y a un peu cette étiquette de touriste. Et souvent, alors même si en France, on a beaucoup de congés payés, ça serait bien qu'on en ait encore plus, mais bon, ça, malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. En fait, comment dire, c'est que quand on part souvent 1 ou 2 semaines quelque part, et souvent pour visiter un pays, on se dit, il faut faire ça, 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 ça et ça. Et j'aime pas du tout. Je crois que ça me stresse un petit peu, alors que je suis plutôt d'un naturel un peu plus tranquille. Et quand on vit dans un pays, justement, on va plus ressentir la culture locale et se lier avec les locaux et découvrir des petites anecdotes. C'est pas forcément les lieux connus, mais c'est plus des détails pratiques sur la vie. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup quand je voyage. Et c'est pour ça que du coup, j'ai aimé vivre à l'étranger et peut-être moins faire du tourisme. Voilà. Super intéressant. Raphaël, toi, quel genre de touriste es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu voyages en dehors de chez toi pour le plaisir ? Eh bien moi, comme Cécile, j'aime beaucoup la nature et donc je préfère la plupart du temps partir dans la nature pour faire des vacances. J'aime faire des balades, faire des randonnées. Et ce qui est pas mal en fait finalement quand on va dans des régions naturelles pour faire de la randonnée ou des choses comme ça, même dans des endroits un peu fréquentés, il suffit de s'éloigner un tout petit peu pour ne plus être au milieu des foules qui sont venus regarder un site bien particulier. Je pense notamment à Belle-Île-en-Mer, qui est une île qui se trouve au sud de la Bretagne, où se trouvent les aiguilles de Port-Coton, qui sont une formation rocheuse très belle et qui a été peinte par Monet et qui attire donc beaucoup de touristes. Mais donc c'est un endroit sur une île qui est magnifique par ailleurs. Et donc, on a des cartes de touristes à cet endroit qui se concentrent sur un périmètre de 500 mètres. Et il suffit de s'éloigner un tout petit peu pour être tranquille sur les sentiers côtiers. Après, j'aime bien visiter des villes aussi, mais généralement, je préfère choisir des périodes moins touristiques, hors saison. Par exemple, on était parti visiter Rome à l'automne, et la ville était tout à fait visitable, entre guillemets. À part au musée du Vatican où on était complètement pris dans une espèce de fleuve de gens et on pouvait pas bouger, on marchait à 2 à l'heure. À part ça, la ville était vraiment visitable et agréable. Donc privilégier les vacances de la Toussaint. Exactement. Il fait un petit peu moins beau souvent, c'est un petit peu le problème en France. Enfin, en tout cas, si on reste en France. Et toi, Sybille ?
Quel touriste es-tu? Et ben moi, j'ai pas mal évolué là-dessus, puisque comme vous, j'aime la nature, mais j'aime aussi les villes. En fait, j'aime tout. Et donc, quand je suis en vacances, j'ai envie de tout voir, de tout découvrir, de tout manger, de faire toutes les expériences, sauf celles qui font peur quand même. Et donc, quand j'ai commencé à être une jeune adulte qui avait de l'autonomie, j'ai commencé aussi à organiser mes vacances en faisant des programmes très très complets. Je me rappelle en particulier d'une fois où j'ai rendu visite à une amie qui était en Thaïlande, qui vivait à Bangkok. Et comme elle travaillait, elle ne visitait pas forcément avec moi, donc j'ai vraiment fait mon programme toute seule. Et j'avais envie, donc, encore une fois, de tout voir. Et du coup, j'avais prévu de faire tout un tour en Thaïlande, mais aussi d'aller au Cambodge. Et pour le Cambodge, j'avais prévu une seule nuit sur place à Angkor. Ça n'avait pas de sens. Pas du tout. Moi, je m'étais imaginé que j'allais prendre le bus tôt. J'allais arriver en début d'après-midi, j'allais voir pas mal de choses. Le lendemain, je serais encore là jusqu'en début d'après-midi, donc j'aurais un peu plus de 24 heures sur place et puis je repartirais. Et comme ça rentrait aussi dans mon voyage où plein d'autres choses étaient prévues. Sauf que je n'avais pas du tout pris en compte le fait que les transports seraient plus longs que ce que je ne m'étais imaginé. Il fallait passer une frontière quand même pour aller au Cambodge depuis la Thaïlande. Et donc, je suis arrivée à Angkor Wat à 19h, je crois. J'ai fait un tout petit tour. Je suis allée me coucher. J'ai mis mon réveil à 6h du matin, alors que je suis vraiment pas du matin, pour pouvoir passer quelques heures dans les temples avant de repartir, puisque je devais repartir, puisque je n'avais prévu qu'une seule nuit au Cambodge. Voilà, donc ça, c'était pas du tout une bonne idée, même si j'étais contente de l'avoir fait, mais bon, c'était pas la manière la plus agréable de voyager. J'ai récidivé encore une fois, parce qu'on ne peut pas apprendre de ses erreurs en une seule fois. Donc, notre éternel optimiste. Donc, en 2014, je suis allée en Ouzbékistan avec Raphaël, qui lui, étant quelqu'un plein de bon sens, n'aurait jamais imaginé un programme tel que celui que je lui ai proposé, mais comme il est aussi très gentil, il a accepté mon programme, qui consistait encore une fois à ne passer qu'une seule nuit dans un lieu qui s'appelle Fergana, qui est une ville au milieu de la vallée de la Fergana, qui est une belle vallée sur la route de la soie où habite un tiers des habitants de l'Ouzbékistan. Et donc là, je me disais, une nuit ça suffit, parce que même si c'est un lieu qui a l'air très intéressant, il n'y a pas tant de choses que ça à visiter. Et rebelote, il a fallu prendre un taxi partagé, négocier le taxi partagé, passer des postes de contrôle, et nous sommes arrivés à Fergana le soir, lorsque tout était fermé et qu'on ne pouvait plus visiter. Et donc nous avons dû nous lever tôt le lendemain, alors que de nouveau nous n'avions pas spécialement envie de nous lever tôt, pour faire 2 visites. La visite d'une fabrique de soie et la visite d'un palais, et repartir le plus vite possible pour dormir à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, où nous étions censés dormir ce soir-là. Voilà, et donc depuis, j'ai appris que ça n'était pas une bonne chose. À chaque fois que je suis tentée de faire quelque chose comme ça, je me dis « ne fais pas une Fergana, Sibylle ». Et j'apprends à prendre du plaisir dans des séjours un peu plus tranquilles, un peu plus longs potentiellement, et où on ne visite pas forcément tout, mais on en profite plus. Donc, j'ai moi-même, en quelque sorte, réinventé ma pratique du tourisme et je vais vous demander, à travers un débat aujourd'hui, comment réinventer le tourisme. Donc, on va aujourd'hui se concentrer peut-être un peu plus sur les solutions que sur les problèmes, parce que c'est quand même plus sympa de parler de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, plutôt que de se lamenter pendant des heures sur les soucis liés au surtourisme. Donc, pour commencer, Cécile et Raphaël, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le tourisme moins polluant, pour qu'il soit moins destructeur de l'environnement ? Est-ce que l'un de vous deux aurait quelques idées ? J'ai vu quelque chose qui s'est passé en Allemagne très récemment, qui a fait un peu que mon rêve devenait réalité. C'est un abonnement de transport en commun illimité pour la somme de 49 € par mois, et qui permet de visiter toute l'Allemagne. Et donc ça permet à la fois de prendre le train, le métro, le bus, même le bateau apparemment. Ouais, et c'est arrivé, je crois, il y a 2 mois, 1 ou 2 mois.
Et c'est tout récent. Et apparemment, ça a demandé une sacrée négociation puisque en Allemagne, il y a des Länder, donc forcément, c'est pas tout à fait comme en France. On est beaucoup plus centralisé. Exactement, centralisé. Et apparemment, ça marche très très bien, ce qui ne m'étonne pas. Et je trouve ça juste génialissime. Alors que en France, justement, une des raisons pour laquelle le tourisme est polluant, c'est notamment l'utilisation de l'avion pour arriver jusqu'à destination. Et forcément, il y a l'option du train pour voyager, sauf que la SNCF en France n'a pas vraiment baissé ses prix dernièrement. Moi j'ai vraiment vu une augmentation puisque on est quasiment toujours obligé de revenir par Paris depuis Strasbourg pour aller ailleurs en France. Et les prix ne cessent d'augmenter. Avant, on était, on va dire, à 70 € aller-retour pour aller jusqu'à Paris minimum. Maintenant, c'est très rare d'avoir moins de 100 €. Et c'est un vrai budget. Et effectivement, notamment, je pense, pour aller vous voir à Nantes, je me rappelle, un collègue était allé à Nantes, je crois, pour 29 €, limite peut-être aller-retour. Et nous, quand on était venus vous voir, je pense que ça avait été minimum 130 €, ce qui est pas très cher, mais qui est un sacré budget quand même, on va dire, pour certaines personnes. Et d'imaginer un abonnement mensuel pour tous les transports sur un territoire, je trouve ça juste extraordinaire. Et donc voilà, je trouvais que c'était une solution absolument, alors parfaite, je ne sais pas, mais en tout cas sur le plan des trajets, pour au moins ceux qui veulent voyager sur des petites distances, me semblait être assez optimal. Voilà. Oui, effectivement, l'idée de développer l'accès au transport en commun est vraiment centrale là-dedans. J'ai écouté un podcast sur le tourisme où il y avait notamment une intervenante de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon, qui parlait de ça justement. Ils essayent de promouvoir les sites à visiter dans Lyon qui ne seraient pas forcément les plus connus, afin aussi déjà d'étaler la population touristique, les visiteurs. Mais pour ça, il faut développer les transports en commun pour que justement les gens puissent y accéder tout bêtement. Donc voilà, c'est vrai au niveau local, ça va au niveau international, au niveau national aussi. Donc, ouais. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a plus de réponses punitives en quelque sorte qui ont été trouvées que incitatives au niveau des transports, puisqu'il y a un tout petit effort qui a été fait en mai pour limiter les vols pas très utiles qui dépensent beaucoup d'émissions de CO2 pour pas grand-chose. Et donc, en fait, le 23 mai 2023, les vols intérieurs ont été supprimés en France lorsqu'il existe une alternative en moins de 2h30 de train. Mais il y a plein de critères qui vont complètement limiter cette initiative et donc, finalement, elle ne s'applique à 3 trajets, Paris-Orly-Nantes, Paris-Orly-Lyon et Paris-Orly-Bordeaux. Et je précise Paris-Orly parce que Paris-Charles de Gaulle-Nantes, par exemple, ça existe toujours, sachant que Paris-Charles de Gaulle, c'est le deuxième aéroport, l'aéroport le plus important à Paris, mais que comme il y a une gare à Paris-Charles de Gaulle et que Paris-Charles de Gaulle, Nantes, ça se fait en 3 heures, eh bien, ça ne rentrait pas dans cette définition. Voilà, donc il y a un mini-effort qui a été fait. Mais il n'y a pas eu d'effort pour que le train soit moins cher, ou presque pas. Ouais. C'est fou, je pensais que Marseille... Enfin, du coup, non, parce que c'est plus de 2h30. Mais je me rappelle, quand j'avais entendu parler de cette initiative, Marseille, à l'époque, je crois que c'était plus de 2h30, et du coup, Marseille était au moins dedans. Et c'est fou qu'il n'y ait que 3 destinations. Ouais. C'est toujours ça, hein, il faut un début à tout. Oui, sûr, et puis là, il y a quand même eu un truc aussi, la SNCF a remis en place le train de nuit entre Paris et Nice, et également en coopération, pour le coup, avec la Deutsche Bahn, donc la compagnie ferroviaire allemande, et la ÖBB, qui est la compagnie ferroviaire autrichienne, le train de nuit Paris-Vienne a aussi été remis en place. Il va passer par Strasbourg. Il va repasser par Strasbourg, oui, voilà. J'ai vu un article sur le sujet. Ça, c'était une très vieille ligne qui était assez réputée, en fait, dans le temps. Mais bon, après, on peut aussi penser, on pourrait dire un peu cyniquement que c'est des espèces d'exemples un peu phares pour faire joli, quoi. Mais après, on peut aussi dire que c'est un début
pour des choses Oui. plus poussées. Après, en termes de train de nuit, je sais qu'il y a une entreprise qui est en train de se monter, qui a un très joli nom, même si c'est un nom anglais, qui s'appelle Midnight Trains, et qui a un très joli projet justement pour réhabiliter un peu les trains de nuit et les rendre un peu plus sexy d'une certaine manière, parce que justement, le problème des trains de nuit aujourd'hui, alors déjà il y en a très peu en France. Les lignes ont été un petit peu abandonnées au fil des années, je crois notamment dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, certains trains de nuit sont vraiment vieillots Oui, c'est ça. et pas forcément confortables, etc. Et justement, la proposition de valeur de Midnight Train, c'est vraiment de réinventer le voyage de nuit et justement vraiment avec cet objectif écologique derrière, de pouvoir concurrencer l'avion sur des destinations, on va dire, en Europe. Ouais. Et effectivement, là, ce que tu dis pour aller à Vienne, je trouve ça super de pouvoir... Mais c'est que justement, ce que tu viens de dire avec le matériel, effectivement, j'avais vu une interview justement du président de la SNCF qui disait justement que là, pour la ligne Paris-Nice en train de nuit, ils ont été obligés de ressortir les vieilles rames des années 80 et donc qui ont 40 ans d'obsolescence, enfin voilà, qui sont pas confortables. Donc, ils vont devoir faire un travail de remise à niveau des rames avec un confort, etc. Mais c'est possible aussi que du coup l'offre devienne de nouveau une offre un peu de luxe, quoi, parce que on va se retrouver avec du coup des voitures avec des sièges inclinables pour les petits budgets et des voitures avec des couchettes pour les gens qui pourront se le payer. Alors que c'est vrai qu'autrefois, les couchettes étaient quand même abordables. Moi, j'ai fait des trajet en train de nuit. Je crois que j'avais fait un Orléans, Barcelone, un truc comme ça, en train de nuit. Et j'avais une couchette. Enfin, c'était abordable alors que j'étais étudiant. Voilà, c'était faisable. Pas sûr que ce soit le cas dans une offre renouvelée, quoi. Moi, je me rappelle une très mauvaise expérience où j'allais à Annecy depuis Paris en train de nuit et j'avais pris un siège inclinable parce que pour le coup, je n'avais pas le budget pour une couchette. Sauf que le siège n'était pas inclinable. Et donc, Oui. en fait, c'était une des pires nuits parce que... Et ils étaient au courant, la SNCF, c'était de la publicité mensongère. Et je me rappelle qu'ils avaient fait un tout petit effort financier sur un remboursement, mais absolument pas la totalité du trajet. Et c'était un vrai problème. Et j'ai mis, je crois, presque 8 ans à accepter de reprendre un train de nuit. J'en ai pris un récemment pour aller à Toulouse. Et là, j'avais pris du coup une couchette pour être sûre d'être au moins en position horizontale. C'était pas très confortable, mais bon voilà, ça faisait le boulot. Et c'est vrai que le lendemain, on arrive dans une nouvelle ville. Il y a un côté sympa. Oui, on a dormi. Il y a un côté aventure. On a quand même dormi un minimum et on est à peu près réveillé, quoi. C'est vrai que moi aussi, j'avais eu ce trajet. Pareil, le siège s'inclinait pas. J'ai dormi recroquevillé, plié en deux sur la tablette. Et je suis arrivé, j'avais un mal de bide pas possible. Oui, c'est vrai que le confort des trains peut poser problème et c'est vraiment un aspect super important de rendre le voyage plus écolo, plus confortable et plus accessible socialement. Pour le moment, il y a pas mal d'initiatives, soit locales, soit privées aussi, dans ce qu'on appelle le slow tourisme, donc c'est un peu ce dont on parle, voyager de manière plus écolo et en prenant son temps. Et c'est pas forcément que le train. J'ai vu qu'il y avait un moteur de recherche qui s'appelle Ourail, donc c'est www.hou2rail, comme Oura quand on est content et le rail, .voyage, qui propose des itinéraires sans avion sur le chemin de votre choix et ils incluent souvent du voilier à la fin. Quand vous voulez aller en Corse, par exemple, on vous fait traverser le petit bout de Méditerranée que vous devez traverser en voilier plutôt qu'en ferry ou en avion. Et je trouvais ça très, très sympa parce que ça donne envie forcément, même si c'est beaucoup plus long, mais c'est aussi le principe du slow tourisme. Et au niveau des offices de tourisme, on valorise de plus en plus le vélo notamment. J'ai vu que il y a même une marque presque qui a été inventée, la Flow Vélo, en Charente,
Et c'est un itinéraire à vélo qui fait 350 km et qui permet de progresser tout doucement dans des zones très sympas, mais pas toujours très connues des touristes, le long de la Charente et jusqu'en Atlantique. De toute façon, il y a énormément d'itinéraires en France et qui vont du coup dans les pays frontaliers qui sont absolument super et hyper accessibles justement, tant sur le plan financier que physique, et qui permet vraiment de s'immerger un peu dans la nature, hein, comme on aime tous les trois. Voilà. Après, moi, ce qui m'avait marqué, je me rappelle pendant la période du Covid, quand on voyait les routes, il y en a justement pas beaucoup, mais la ville de Venise, quand, justement, parce que Venise est ultra peuplée, et là, tout à coup, c'était devenu tout vide, et les locaux disaient que c'était absolument extraordinaire de pouvoir retrouver leur ville. Et je m'étais dit que ça serait quand même super, je sais pas si ça a été expérimenté, mais qu'il y ait des quotas, en fait, par ville, parce que ça permettrait, justement, de ne pas... Alors, ça veut dire, du coup, de ne pas autoriser tout le monde à venir en même temps, mais de redonner aussi la ville aux locaux, et de permettre d'avoir des expériences bien plus agréables, où on peut bien plus profiter de ces vacances. Mais tu as complètement raison, et en fait, c'est en train d'être mis en place. Moi, je sais qu'il y a l'île de Porquerolles, qui est une jolie île dans la Méditerranée, en face de Toulon, qui, depuis quelques années, expérimente justement le fait de mettre en place des quotas. Donc, les responsables des navettes de bateaux qui emmènent à Porquerolles doivent se limiter à un certain nombre de passagers. Donc, c'est 6000 visiteurs par jour au total, alors que les années précédentes, en été, on arrivait parfois au double. Et justement, Porquerolles, moi j'ai eu la chance d'y aller, mais en septembre, et c'est très beau, mais je comprends très bien que ce soit très très désagréable si on est trop nombreux. Et donc les quotas, oui, c'est un super axe de solution pour limiter le surtourisme, parce que en plus c'est pas discriminant socialement, c'est pas à celui qui pourra payer le plus cher, c'est à celui qui aura le plus envie d'y aller et qui aura donc le plus anticipé en réservant son billet. Et puis ça incite aussi à visiter hors saison, en dehors de ces périodes où la visite est limitée par un quota. Ça limite un peu la spontanéité, par contre, du coup. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas pour partout. C'est vrai que les lieux qui ont besoin de quotas, ils sont pas si nombreux que ça, en fait. Ils l'ont fait aussi dans les calanques. Mais c'est tellement nécessaire. Ah oui, c'est nécessaire, mais c'est vrai que en termes de ça permet de trouver une solution au surtourisme. Après, en termes d'écologie, c'est pas forcément ça qui va changer grand-chose, parce que ça va pas réduire le nombre de touristes. Ils vont juste s'étaler dans le temps. Les gens veulent toujours, les gens voudront toujours venir voir ces sites-là. Oui, mais c'est beaucoup mieux quand même. Dans l'exemple de Porquerolles, ça permet plutôt qu'il y ait potentiellement... Je dis pas que c'est pas... Oui, non, mais il faut surtout... Je trouve que surtout sur les sites naturels, c'est important, parce qu'il faut laisser aussi la place à la nature de se régénérer et pas d'être détruite par des foules de gens. Mais voilà. Ouais. Non, t'as complètement raison, mais et donc il y a des sites qui vont encore plus loin pour limiter le nombre de touristes sans même avoir besoin des quotas. Et je pense à l'île d'Aix, qui est une île pas très loin de l'île de Ré et qui est victime de son succès parce qu'on peut voir le Fort Boyard depuis l'île d'Aix. Et donc le maire de l'île d'Aix a inventé, je ne sais pas s'il l'a inventé, mais le maire de l'île d'Aix utilise le terme de démarketing, et donc il essaye de ne plus faire de publicité pour son île. Mais il disait aussi que eux, ils sont très contents d'avoir des visiteurs le reste de l'année, en fait. Le vrai problème, c'est d'avoir un pic de visiteurs pendant l'été, et les poubelles aussi qu'ils laissent, et donc maintenant ils communiquent beaucoup sur le fait que les visiteurs doivent repartir avec leurs poubelles. Ouais, j'ai vu ça aussi pour Lyon, fait ça aussi, ils essaient de moins faire de publicité, en particulier à l'étranger, pour la ville. Donc ils vont plus faire de la publicité pour Lyon à Dubaï ou je ne sais où. Et Amsterdam, pareil, Amsterdam a interdit à l'office de tourisme de faire de la promotion d'Amsterdam, parce qu'il y a des telles tensions entre les habitants et les visiteurs, en partie. En plus, les habitants poussent les visiteurs de leur vélo. Enfin, il y a vraiment un niveau d'agressivité, en fait, parce que les gens se sentent plus chez eux, en fait, tellement ils sont submergés de touristes. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que j'ai vu que le maire de Dubrovnik a réussi à diviser par 2 le flux de visiteurs
en prenant quelques mesures du type, il a supprimé 70% des stands de vente de souvenirs dans la rue et 30% des tables et des chaises des restaurants. Ce qui a complètement aéré déjà la ville pour la rendre aussi aux habitants et qui laisse aussi du coup plus de place physique tout simplement pour les visiteurs qui peuvent du coup se balader dans les rues. Et une autre chose très intéressante qu'il a fait, c'est que le problème, c'est que Dubrovnik était aussi la destination de beaucoup de compagnies de croisière avec des gros paquebots qui arrivaient et déversaient leurs visiteurs. Et avant, il y avait jusqu'à 6 bateaux par jour qui arrivaient, avec à chaque fois 10 000 passagers. Et en fait, il est allé les voir, il a négocié avec eux en leur disant, voilà, est-ce que vous auriez envie de visiter Dubrovnik parmi toutes ces masses de gens ? Évidemment non, tous ces masses de gens, c'est vous qui les amenez. Et il y a un accord maintenant avec ces compagnies pour qu'il n'y ait pas plus de 2 bateaux par jour, qui restent du coup, mais par contre plus longtemps aussi, ce qui fait que les visiteurs peuvent se balader sans pression, ils ont le temps de le faire, et il y en a moins parce qu'il n'y a pas autant de bateaux. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant en termes de gestion du surtourisme en fait, sans mettre des jauges, sans mettre des taxes. Voilà. Mais tu parles de Dubrovnik. La ville, les gens ils arrivent en bateau ? Il y a des gens, des croisières, des bateaux de croisière, tu vois, des compagnies de croisière qui proposent des croisières, machin. Ouais. C'est fou qu'il ait réussi à trouver un accord, puisque j'imagine que pour les, pour les bateaux, c'est un gouffre financier du coup, quand on passe de 6 à 2. Ouais. Et il était quand même effectivement très très optimiste parce que dans l'interview que j'ai vue, il disait que par contre il était contre le fait de limiter l'accès par avion parce que Dubrovnik dépend de ça. En fait, ils n'ont pas l'infrastructure en termes de voitures pour accueillir les gens qui viendraient en voiture. Voilà. Par contre, il pense que du coup, il pourrait faire la même négociation avec les compagnies aériennes. J'ai envie de dire bon courage là pour le coup parce que dire aux compagnies aériennes, non, vous avez le droit de poser que 2 avions par jour. Voilà, mais... Ouais. Mais effectivement, ça demande du courage politique, en fait, aussi. Enfin, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Et ça a payé parce qu'il a été réélu. Il a pensé à ses habitants. En fait, il fait ça pour ses habitants, il fait pas ça pour les visiteurs. Les habitants, certes, peuvent râler parce que du coup, ça crée une baisse de revenus parce qu'il y a des gens, voilà, ces visiteurs dépensent aussi de l'argent. Mais visiblement, les habitants étaient soulagés. On reparle de confort. Oui. Non, je trouve la question des acteurs qui choisissent comment on fait du tourisme très très importante. J'ai lu un livre sur le sujet du géographe Rémi Knafou, qui est vraiment le grand spécialiste du tourisme en France. Et il pense, lui, que une des grosses solutions, ce serait de séparer complètement acteurs de la préservation des territoires et acteurs économiques du tourisme. C'est-à-dire ne pas confier la préservation des territoires à des gens qui auraient un intérêt économique. Or, c'est le cas actuellement. Assez souvent, ceux qui gèrent les parcs nationaux, par exemple, ont un intérêt à ce qu'il y ait des touristes qui viennent pour apporter de l'argent. Et donc, forcément, on ne peut pas prendre les meilleures mesures pour protéger un territoire si on a en même temps intérêt à ce que des visiteurs et l'argent qui va avec viennent quand même. Il y a conflit d'intérêts. Tu vois, en même temps, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est dans un documentaire que j'ai regardé, il parlait des bateaux de croisière qui vont dans les fjords de Norvège et qui, pareil, déversent leurs visiteurs là-bas. Mais ils avaient interviewé un sociologue de l'université de Bergen qui disait que dans leurs études, ils avaient remarqué qu'en fait, les visiteurs qui passent par ces compagnies de croisière dépensent finalement pas d'argent ou presque pas d'argent sur place parce que c'est des voyages all-inclusive qu'ils ont réservés. Tout leur est fourni à bord des bateaux. Ils n'ont pas forcément d'intérêt à acheter des choses sur place. Ils vont éventuellement acheter un petit souvenir, mais ils vont pas aller dans les restos. Ils vont pas forcément représenter un soutien pour l'économie locale. Ça me refait penser tout à l'heure quand tu parlais de basse saison, Sybille, de justement le fait d'inciter les gens à partir en vacances un petit peu hors saison. Alors, c'est pas possible pour tout le monde, notamment les gens qui ont des enfants, par exemple, et qui sont liés au système scolaire. Mais est-ce qu'il y a quand même une particularité en France qui est quand même, je trouve, un début de solution. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne dans les autres pays. En tout cas, pour la saison hiver-printemps, c'est qu'en France, on a plusieurs zones.
Donc la France est divisée en fait en 3 zones, la zone A, la zone B, la zone C. Et par exemple, pour les vacances d'hiver en février ou les vacances de Pâques en avril, en fait, il y a une zone qui part en vacances 2 semaines au début. Une semaine plus tard, la zone B continue, donc elle est à cheval sur la zone A, et la zone C part, elle, en vacances 2 semaines plus tard. Donc en fait, il y a une période, si je me trompe pas, de 4 semaines de vacances où les Français se répartissent au moins sur le territoire français. Et je trouve que alors on dit que c'est très très mauvais pour les enfants parce que du coup ça peut créer notamment la fin de l'année est très très longue. Il y a quasiment 10 semaines à l'école et souvent ils sont fatigués. Mais par contre, on dit que c'est très bien pour les acteurs du tourisme parce que forcément les périodes touristiques sont plus longues. Mais je trouve que sur le point de répartir aussi les personnes, je trouve ça assez intéressant. Et alors, ce n'est que sur 2 périodes de vacances, donc ce n'est pas pour les vacances de la Toussaint, ni celle de Noël, mais ça c'est un petit peu plus logique, ni celle de l'été. Mais ça aurait pu être réfléchi, je pense notamment pour les vacances d'été, un petit peu aussi, où ça mange un petit peu sur juin, un petit peu sur septembre, pour répartir un petit peu mieux. Après, le problème, c'est que quand des familles ou des amis veulent partir ensemble, et ne sont sur différentes zones, c'est pas facile puisque forcément on n'a pas les mêmes périodes de vacances. J'entends du coup dès lors qu'on est relié à un emploi du temps scolaire. Ça fait une bonne transition, je trouve, vers la question de réinventer le tourisme pour qu'il soit plus ouvert socialement. Parce que même si c'est une très bonne chose d'étaler les vacances, j'avais entendu comme critique l'idée que on l'a d'abord fait avec les vacances d'hiver et qui est-ce qui part en vacances au ski ? Les plus fortunés. Donc c'était vraiment pour arranger les personnes les plus riches et pas spécialement les autres. Et donc je pense que ça fait vraiment partie des choses qui peuvent être améliorées. Le fait que les vacances profitent un petit peu à tout le monde et puis ça se marie bien avec la question de l'environnement. Si on pense par exemple à tout ce qui est taxes, puisqu'aujourd'hui, par exemple, le kérosène, donc le carburant des avions, n'est pas taxé ou quasiment pas taxé selon les cas. Or, l'avion n'est pas utilisé par tout le monde, il va être utilisé surtout par les plus riches, notamment ceux qui utilisent des jets privés, ceux qui polluent, alors selon les chiffres, entre 5 et 10 fois plus que de prendre un vol normal et 40 fois plus que de prendre le train. Et donc on se rend compte que y aurait des mesures toutes simples comme taxer les moyens de transport les plus polluants et qui sont utilisés aussi par les personnes les plus riches et utiliser cet argent pour rendre le tourisme plus accessible à tout le monde et pour avoir des mesures en faveur de l'environnement. Après, j'ai l'impression que, alors ça c'est peut-être lié au réchauffement climatique, mais justement en hiver, pendant les vacances d'hiver et les vacances de ski, comme il y a de moins en moins de neige, les sites sont aussi obligés de se réinventer et permettent d'avoir des activités un petit peu moins onéreuses que le ski et qui permettent quand même de profiter des plaisirs de l'hiver. Et je trouvais ça intéressant parce que clairement, une semaine au ski, c'est hors de prix. Et je trouvais que c'était assez intéressant voir comment les sites se réinventaient aussi pour offrir peut-être à plus de bourses différentes. À propos de cette accessibilité sociale du tourisme, il y a un truc intéressant, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme, il est marqué que toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Et donc, c'est un petit peu l'idée que faire du tourisme, presque, en tout cas profiter de ses vacances, c'est vraiment un droit essentiel de l'être humain, et donc c'est important de le prendre en compte dans cette idée de réinventer le tourisme et de ne pas le réinventer que pour les plus riches, mais vraiment faire quelque chose d'accessible pour tous. Et notamment sur le plan culturel aussi, rendre accessible la curiosité pour le tourisme et l'intérêt que peut représenter un site culturel. Et sur ce sujet, j'ai justement mené une petite interview avec Laurent Lefebvre, qui a fondé une entreprise qui s'efforce de mettre en valeur différents lieux culturels et naturels français. Vous pourrez découvrir cette interview dans un épisode bonus qui sortira dans 2 semaines.
Alors sur ce, on va s'acheminer doucement vers la conclusion, en slow travel si vous voulez. Pour terminer, de quoi vous rêvez, Raphaël et Cécile? Qu'est-ce que ça serait pour vous la réinvention idéale du tourisme? Cécile? Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est une réinvention vraiment, mais c'est que chacun et chacune puisse redécouvrir les merveilles à côté de chez soi, que ce soit à pied, que ce soit en vélo quand on veut aller un petit peu plus loin, ou même en train quand on veut aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un collègue qui me disait ce midi que l'une de ses régions préférées était la Normandie. Et moi, je suis normande, comme vous le savez certainement maintenant. Et finalement, on a tendance à oublier un petit peu les trésors qui sont juste à côté de chez nous. Et donc, si vous habitez très loin d'ici, n'hésitez surtout pas à aller regarder ce qui s'y passe. Et si vous venez en France, bien évidemment, vous aurez plein de trésors également à découvrir. Et au-delà de ça, aussi quand on va dans un pays, quand on voyage, ou même d'ailleurs quand on reste dans son pays, c'est d'aller à la rencontre des locaux, pas juste des paysages d'une certaine manière et des monuments, puisque les gens sont aussi l'âme d'un endroit. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et toi, Raphaël? Eh bien moi, je trouve que on devrait s'éloigner un petit peu de l'approche peut-être un peu productiviste qu'on a parfois. L'idée de faire des endroits et d'y aller pour prendre des photos et les mettre sur Instagram et repartir, et plus profiter des endroits en eux-mêmes. Et comme tu disais, Cécile, découvrir les choses qui sont proches de chez soi. Tu disais redécouvrir, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas encore C'est vues. Moi, ça fait 15 ans que je vis en France, même 20, je crois, maintenant, et je n'ai toujours pas été dans les Pyrénées, ou dans le Périgord, ou des endroits, plein d'endroits dans lesquels je n'ai jamais été. Et donc, il n'est pas forcément nécessaire d'aller au bout du monde pour découvrir des Il y aura choses. peut-être des nouveaux vlogs donc, qui arriveront pour les abonnés. Peut-être, oui. Tout à fait, voilà. On démontrera qu'on les fait bien en slow tourisme en prenant des vidéos de nous dans le train et pas en avion. Voilà. Ouais. Bah, c'est très beau ce que vous dites. Moi, je suis globalement d'accord avec vous et je pense que pour rendre plus accessible tout l'intérêt d'un territoire plus proche de nous, il y a aussi quelque chose à faire au niveau de l'information. Le géographe Rémi Knafou, dont j'ai déjà parlé, évoquait dans son livre la possibilité de créer une plateforme publique sur laquelle on trouverait toutes les informations sur toutes les destinations potentiellement touristiques en France. Donc par exemple, où se loger, qu'est-ce qu'on peut visiter, etc. Et ça de manière non commerciale, pour vraiment donner les bonnes informations sur ce qu'on peut faire, sans forcément influencer en faveur de ceux qui ont le plus d'argent pour le marketing. Et ce serait intéressant aussi, je trouve, dans le même ordre d'idées, de développer les initiatives qui justement vont impliquer les lieux qui sont visités et qui apporteraient quelque chose à ces lieux et à leurs habitants. Et donc là, je pense à une plateforme qui s'appelle Fairbnb, donc un peu comme Airbnb, mais avec faire pour dire juste en anglais. Et en fait, le principe de cette plateforme, c'est que 50% des frais qui sont rajoutés au prix de la nuit que dépensent les voyageurs vont être utilisés pour financer un projet local dans la région dans laquelle on voyage. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant, ce genre de projet qui prennent en compte les locaux et qui rendent le tourisme vraiment intéressant pour eux aussi parce que ça va contribuer aux projets qui les intéressent. Et comme quand on voyage lentement, quand on est en vacances aussi, on a le temps d'écouter des podcasts et d'améliorer ses compétences en langue étrangère, voire de faire les deux en même temps. Si vous avez des amis qui voyagent bientôt, parlez-leur de French Baratin ou mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Quant à vous, si vous voulez aller plus loin et encore mieux occuper vos trajets en train, vous pouvez vous abonner sur Patreon pour recevoir plein de bonus. Merci pour votre écoute et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.